Il me semble parfois que les prix des différents accessoires pour dessinateurs et peintres ont horriblement augmenté, si bien que plus d'un peintre doit en être contrarié. Un de mes idéaux serait qu'il y eût plus d'institutions, comme par exemple le graphique, où les gens qui veulent travailler peuvent trouver tous les matériaux à condition de faire preuve de capacité certaine et d'énergie. De même que jadis, Kadar a mis plus d'un artiste à même de faire des eaux fortes qui n'aurait jamais pu en faire à cause des frais s'il avait dû payer de sa propre poche. Je jouis de plus d'avantages que même l'artiste, mais je ne puis toutefois faire tout ce que j'aurai le courage et l'envie d'entreprendre. Les frais sont si multiples, à commencer par le modèle et la nourriture et le gîte, pour finir avec les diverses couleurs et les pinceaux. Et tout cela est un métier de tisserand dont les divers fils ne doivent pas s'entremêler. Mais nous avons tous les mêmes difficultés, et précisément parce que tous ceux qui peignent ou dessinent ont à les affronter et succombent presque sous elles, pourquoi les peintres ne se tendent-ils pas plus la main pour travailler ensemble, comme des soldats dans le même rang? Et surtout, pourquoi les branches de l'art, qui sont les moins onéreuses, sont-elles vouées à un tel mépris? Lettre 274. Pour celui qui cherche à exprimer ce qu'il y a de brutal dans une figure, son ampleur et sa puissance, l'aquarelle n'est pas le moyen le plus sympathique. Si l'on recherche plus exclusivement le ton ou la couleur, il n'en est plus de même. L'aquarelle s'y prête alors excellemment. Je veux bien concéder que de ces mêmes figures dans la réalité, on pourrait faire d'autres études de notre point de vue, notamment ton et couleur, faites dans une autre intention. Mais je pose la question de savoir si, étant donné que mon état d'âme et mon sentiment personnel me font remarquer en tout premier lieu le caractère, la structure, l'action des figures, on m'en voudra si, suivant cette émotion, j'en arrive non pas à une aquarelle, mais à un dessin uniquement en brun ou noir. Il y a pourtant des aquarelles dont les contours sont très fortement exprimés, par exemple celle de Bergame, celle de Pinwell et Walker et Herkomer, auxquelles je songe parfois, celle du Belge Meunier, mais même si je recherchais cela, Ter Steg ne s'en déclarerait pas satisfait non plus. Dire toujours ce n'est pas vendable, et il faut en tout premier lieu que ce soit vendable. Quant à moi, j'attache à cela la signification suivante. Vous êtes une médiocrité et vous êtes prétentieux de ne pas vous soumettre et de faire des petites choses médiocres. Vous vous rendez ridicule avec vos soi-disant recherches et vous ne travaillez pas. C'est ce qui se trouve au fond des paroles que Ter Steg m'a dites avant l'année passée. Et l'année passée, et je m'y heurte toujours. Je pense que Ter Steg restera pour moi de Everlasting No. Je ne suis pas le seul. Presque chacun de ceux qui cherchent leur propre voie a ainsi derrière soi ou à côté de soi quelqu'un de ce genre qui éternellement les décourage. Il peut arriver que cela vous pèse et vous trouble et qu'on en soit pour ainsi dire abasourdi. Et comme je disais, c'est de Everlasting No. Par contre, dans l'exemple d'hommes de caractère, on trouve un Everlasting Yes et l'on voit en eux ce que c'est que la foi du charbonnier. Lettre 297. Il faut que j'essaie de prendre un peu de force, car si je pouvais en retrouver si peu que ce soit, il serait grandement temps de m'en servir. Car j'ai perdu de mes forces, il n'est pas normal que je sois fatigué d'avoir fait un bout de chemin, comme d'ici au bureau de poste, et voilà où j'en suis à présent. Oh, je me laisse pas aller, mais il faut que je me soigne. Au fond, ma santé n'est pas compromise, et ce n'est pas un état chronique, car il n'est pas provoqué par les excès, mais par le manque de nourriture ou par une nourriture devenue à longue trop peu substantielle. Fais donc ton possible pour venir rapidement, frère, car je n'ai pas jusqu'à quand je pourrai tenir, je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai tenir. Je suis trop accablé, je sens que je vais succomber sous le poids. Je te dis franchement que je commence à craindre de ne pouvoir en sortir de cette façon-là, car ma constitution serait assez bonne si je n'avais pas dû jeûner, bien moins travailler, et autant que possible j'ai choisi la première solution, jusqu'au moment où me voilà devenu trop faible. Comment continuer à résister? Je vois si nettement, si clairement l'influence de ces états de choses sur mon œuvre, que je me demande anxieusement comment aller de l'avant.
Surtout, frère, ne parle pas de cela, car si certaines personnes venaient à le savoir, on dirait, tu vois bien, il y a longtemps que nous l'avions prévu et prédit, et non seulement on ne m'aiderait tout de même pas, mais encore on m'enlèverait la possibilité de reprendre patiemment des forces et de me redresser. Dans les circonstances présentes, mon travail ne saurait être autrement qu'il n'est, lettre 304. Et peint encore une étude sur la plage. Il y a quelques digues de mer ou molles, piers, jetées. Il y en a même d'excellents, faits de pierres rongées par le temps et de branches entrelacées. Je me suis installé sur l'un d'eux pour peindre la marée montante, jusqu'à ce qu'elle fût venue si près de moi que j'ai dû sauver tout mon fourbi. Et puis, il y a entre le village et la mer des arbustes d'un vert foncé, bronzâtre, ébouriffés par le vent du large, et si réels que plusieurs d'entre eux vous font penser, et c'est le buisson même de Ruisdael. Le tram à vapeur vous y mène à présent. On peut donc y arriver même quand on a des bagages, ou quand on a des études encore fraîches à ramener. Il faut non seulement remonter de 10, mais de 30, ou même de 40 et de 50 années en arrière pour retrouver la période où l'on se mit à peindre les dunes, etc., dans leur aspect véritable. En ces temps-là, les choses étaient plus ruisdaéliennes qu'à présent. Si l'on veut voir une chose qui évoque l'atmosphère d'un Daubigny, d'un Corot, on doit aller plus loin, là où le terrain est quasiment vierge, le pas de baigneur, etc. Scheveningen est sans contredit très beau, mais il y a longtemps que la nature n'est plus vierge. Et cette virginité de la nature, je l'ai trouvée par extraordinaire au cours de l'excursion dont je t'ai parlé. Voici à peu près comment était ce pire, la jetée. Rarement le silence, la nature seule m'a parlé comme cela, dans ses premiers temps, la lettre 307. Je crois en ce qui me concerne qu'il existe dans la vie de chaque peintre une période de tâtonnement, et je crois que je l'ai dépassée déjà depuis pas mal de temps. D'autre part, que chez moi tout marche régulièrement mais sûrement, et que plus tard, par un meilleur travail, j'aurai sur ce que je fais actuellement une vue rétrospective qui fera mieux ressortir qu'il y a là-dedans quelque chose de simple et de vrai, et puisque aussi bien tu le dis toi-même, une manière vigoureuse de concevoir et de regarder les choses. Lettre 317. Je suis donc arrivé à Warburg et de là à Leisendam. Tu connais là-bas cette nature, des arbres superbes, pleins de majesté et de sérénité, à côté d'horribles petites coupoles vertes du genre joujou et de tout ce que la lourde imagination des rentiers hollandais peut concevoir d'absurde en fait de parterres de fleurs, de tonnelles, de vérandas. Les maisons presque toutes très laides, quelques-unes toutefois vieilles et distinguées, mais à ce moment très haut, au-dessus des pâturages infinis comme le désert, se poussaient les unes après les autres d'immenses masses de nuages, et le vent donnait d'abord contre la file des maisons de campagne avec leurs bouquets d'arbres de l'autre côté du canal, où passe le noir chemin de Cendré. Ils étaient superbes, ces arbres. Je dirais presque qu'il y avait un drame dans chaque figure, je veux dire dans chaque arbre. Et malgré tout, l'ensemble était presque encore plus beau que ces arbres tourmentés considérés chacun intrinsèquement, justement, parce que la minute était telle que même ces absurdes petites coupoles prenaient un caractère étrange, mouillées par la pluie et tiraillées par le vent. Cette image m'a fait voir comment aussi un homme de forme et d'attitude absurde, ou plein d'excentricité et de caprice, pourvu seulement qu'il se sente saisi d'une véritable douleur ou qu'un malheur l'émeuve, peut devenir une figure dramatique d'un caractère extraordinaire. J'en arriverai à penser un instant à la société actuelle, comment elle aussi, pendant qu'elle court à sa ruine, elle peut parfois, vue par contraste à la lumière d'un renouveau, apparaître un moment comme une grande et sombre silhouette. Oui, pour moi, le drame de la tempête dans la nature, le drame de la douleur dans la vie, est bien le plus parfait. Le paradis est bleu, les Gethsémani est tout de même plus beau. Lettre 319. 30 septembre 1883, novembre 1883. Tout est beau ici où qu'on aille. La bruyère est beaucoup plus étendue qu'en Brabant, au moins près de Zundert ou de Etten est quelque peu monotone à l'heure de midi, et surtout quand il y a du soleil. Mais justement cet effet-là, que j'ai en vain voulu peindre déjà quelquefois, je ne voudrais pas le rater
La mer non plus n'est pas toujours pittoresque, mais il faut aussi regarder ces moments et ces effets-là si l'on ne veut pas se tromper sur son caractère propre. Alors, à cette heure brûlante de midi, la bruyère est quelquefois loin d'être charmante. Elle est agaçante, ennuyeuse et fatigante comme le désert, aussi peu hospitalière et en quelque sorte hostile. La peindre dans cette pleine lumière errante, ce recul des plans jusqu'à l'infini, c'est quelque chose qui lui donne le vertige. Il ne faut pourtant pas croire qu'un tel paysage doit être compris d'une manière sentimentale, bien au contraire, ce n'est presque jamais le cas. Ce même endroit, agaçant et ennuyeux le soir, quand un pauvre petit personnage se meut dans le crépuscule, quand cette énorme étendue de terre, grillée par le soleil, devient sombre par opposition au fin ton lilas d'un ciel à la tombée du jour, et que la toute dernière petite ligne bleue sombre de l'horizon sépare ciel et terre. Il peut devenir sublime, comme dans un dupré. De même, les hommes, paysans et femmes, ils ne sont pas toujours intéressants, mais quand on a de la patience avec eux, on voit tout ce qu'il y a de mêlé dans ces gens. Hier, j'ai découvert un des plus caractéristiques cimetières que j'ai jamais vu. Figure-toi, un bout de bruyère entouré d'une haie de petits sapins serrés les uns contre les autres, de sorte que l'on croirait que c'est tout bonnement une sapinière. Toutefois, il y a une entrée, une courte allée, et alors on arrive à des tombes couvertes de touffes d'herbe et de bruyère, plusieurs marquées de poteaux blancs sur lesquels on lit des noms. C'est quelque chose de très beau de voir la vraie bruyère sur les tombes. L'odeur de térébenthine a quelque chose de mystique. La ligne sombre des sapins clôturant le cimetière sépare un ciel étincelant d'une terre rude qui en général est rose, fauve, brunâtre, jaunâtre, avec cependant partout des tons de lilas. Ce n'était pas facile à peindre. Je chercherai encore différents effets de ce cimetière. Avec de la neige, par exemple, il doit être très caractéristique. J'avais déjà entendu parler de Leibermann, mais ta description de sa facture m'éclaire beaucoup mieux à son sujet. Sa couleur doit être infiniment meilleure que Henkes, tu le dis très bien, couleur d'ardoise, avec des transitions vers le gris jaune et le gris brun. Je le comprends parfaitement parce que cela, cette manière de peindre, est une chose merveilleuse quand on l'a découverte. Et si je désire beaucoup peindre, cela s'explique justement parce que j'ai voulu dans ma facture quelque chose de ferme, et je l'avoue très volontiers, quoique j'ai entendu dire maintes fois, tu ne dois pas avoir de système, quelque chose de systématique. Ce que lui et plusieurs autres possèdent, par ta description, je vois que lui, Liebermann, doit se rapprocher beaucoup de la manière de Herkomer, surtout par sa façon conséquente d'aller jusqu'au bout de son système et d'analyser cela, ces petites taches de lumière et d'ombre causées par les rayons du soleil à travers le feuillage, où il arrive à plus d'un d'avoir l'œil chaviré. Je suis occupé à une autre étude d'un soleil rouge entre des bouleaux qui se trouvent dans une prairie marécageuse, d'où s'élèvent les vapeurs blanches du soir au-dessus, de quoi on voit encore une ligne d'horizon d'un bleu-gris faite de massifs d'arbres et de quelques toits, lettre 325. Je ne vois pas le moyen de te décrire le pays comme il le faudrait, car les mots me font défaut, mais imagine-toi les bords du canal comme des kilomètres et des kilomètres de Michel, ou de Rousseau, de Van Goyen, ou de Koning, des bandes plates, ou des plans différents de couleurs qui deviennent de plus en plus étroits à mesure qu'ils s'approchent de l'horizon, de ci, de là, accentués par une chaumière, en motte de gazon, ou une petite ferme, quelques maigres bouleaux, peupliers, chênes, partout des tas de tourbes, et continuellement passent des barques chargées de tourbes, de lèches, venant des marées, de ci, de là, de maigres vaches, aux colorations esquises, souvent des moutons, des cochons. Les figures qui apparaissent de temps en temps dans la plaine ont le plus souvent beaucoup de caractère. Elles ont quelquefois un charme prodigieusement fin. J'ai dessiné notamment une femme dans une barque. Il y avait du crêpe autour des garnitures en métal de son bonnet, parce qu'elle était en deuil, et plus tard encore une mère avec son enfant. Celle-ci avait un fichu mauve autour de la tête. Il y a quantité de types, d'ostades parmi eux, des physionomies qui rappellent les cochons et les corbeaux, mais de temps en temps une jolie figure qui est comme un lys sous des épines. Enfin, je suis tout à fait content de ce voyage, car je suis tout rempli de ce que j'ai vu. Ce soir, la bruyère était extraordinairement belle. Dans un des albums Butzel,
Il y a un Daubigny qui rend exactement cet effet. L'air était d'un fin lilas blanc inexprimable. Non pas des nuages moutonneux, car ils étaient plus ramassés les uns sur les autres et recouvraient tout le ciel, mais comme des flocons nuancés de lilas, de gris, de blanc, avec une seule petite déchirure à travers laquelle le bleu perçait. Puis à l'horizon, une ligne rouge resplendissante, là-dessous l'étonnante étendue sombre de la bruyère brune, et sur la brillante ligne rouge, quantité de toits bas, de petites chaumières. Le soir, cette bruyère a souvent des effets pour lesquels les Anglais ont inventé des expressions de Weird et de Kate, des moulins donquichotesques ou de singulières masses de pont-levis profilent leurs capricieuses silhouettes sur le ciel grouillant du soir. Avec les reflets dans l'eau ou dans la boue et les flaques de ses fenêtres éclairées, un village comme celui-là est souvent bien sympathique. Lettre 330. N. Amsterdam. Tout est ici parfaitement beau, tel que je l'aime. Je veux dire qu'ici, c'est la paix. Je trouve bien encore autre chose de beau, c'est le tragique. Mais ce tragique, il est partout, tandis qu'ici, ce ne sont pas seulement des effets de Van Goyen qu'on trouve. Hier, j'ai dessiné des souches de chênes pourris appelées troncs de tourbe. Ce sont des chênes restés enfouis un siècle peut-être sous la tourbe, qui ont eux-mêmes formé une nouvelle couche de tourbe. Lorsqu'on creuse, on découvre ces troncs de tourbe. Ces souches se trouvaient dans une flaque, dans de la boue noire. Les unes noires se trouvaient sous l'eau dans laquelle elles miroitaient, les autres décolorées sur la plaine noire. Un petit chemin blanc court tout au long et derrière, il y a plus de tourbe encore d'un noir de suie. Par là-dessus, un ciel de tempête, cette flaque dans la boue, avec ses souches pourries, c'était mélancolique et dramatique, absolument comme Ruisdael, comme Jules Dupré. Voici un petit croquis de veine. Tu m'as écrit à propos de Liebermann. Son coloris consiste en des tons gris ardoise, avec des transitions vers le brun, principalement vers le jaune-gris. Je n'ai jamais rien vu de lui, mais maintenant que je vois la nature ici, je saisis parfaitement comment il en arrive à cela logiquement. Les objets me font aussi souvent songer à Michel, par leur couleur. Tu sais, de chez lui aussi, le ciel est gris, quelquefois gris ardoise. La terre brune avec des jaunes gris. C'est tout à fait vrai et conforme à la nature. Il y a des effets Jules Dupré, certainement il y en a, mais par un temps d'automne, c'est exactement pareil à ce que tu écris de Liebermann. Si je trouve ce que je cherche, et pourquoi ne le trouverais-je pas, je ferai à coup sûr souvent la même chose, dans la même gamme. Bien entendu, pour voir de cette façon, il ne faut pas regarder la couleur locale isolément, mais considérer cette couleur locale par rapport au ton du ciel. Ce ciel est gris, toutefois si lumineux que notre blanc pur ne peut être pas en rendre la lumière. Et l'éclat, que si le ciel sur la toile est déjà gris, restant ainsi inférieur de loin à la puissance de la nature, combien plus encore ne faudra-t-il pas, pour rester logique, baisser de quelques tons les bruns et les gris bruns? Il me semble que si on analyse un instant ceci de cette façon, cela paraît tellement normal qu'on peut difficilement comprendre qu'on ne l'ait pas toujours vu de cette façon. Mais c'est la couleur locale d'un champ vert ou d'une bruyère rousse considérée isolément qui induit si facilement quelqu'un en erreur. Lettre 331. Tu as été mêlé à quelques événements que je ne juge pas indifférents, mieux et d'une autre façon que la plupart. Tu as lu les livres de Zola, que je trouve les meilleurs traitant de l'époque actuelle. Tu m'as dit un jour, je suis comme cette personne de Cobouille. J'ai dit non, si tu étais tel, tu ferais bien d'entrer dans une nouvelle affaire, mais tu es plus enfoncé que lui, et je ne sais pas si au fond tu es un homme d'affaires, au fond des fonds. Je vois en toi l'artiste, le véritable artiste. Tu as eu des expériences sentimentales que tu n'as pas cherchées, qui ont laissé des traces en toi. Voilà que les choses se passent comme elles se passent. Pourquoi? Où vas-tu? Est-ce le nouveau début d'une carrière analogue? Je crois décidément que non. C'est plus profond que cela. Tu dois changer, et c'est une régénération totale, non pas une répétition de la même chose. Tu ne t'es pas trompé dans le passé. Non étant donné le passé, tu devrais être comme tu as été. Ce passé est droit.
S'ensuit-il que ce n'était pas simplement une préparation générale des fondations, un dégrossissement et pas encore la vraie solution? Pourquoi cela n'en résulterait-il pas? Il me semble que c'est précisément tout cela. Je crois que les choses parlent si puissamment d'elles-mêmes qu'il me paraît impossible de te dire autre chose qu'une lapalissade, même à tes propres yeux. Il est en outre assez curieux, à mon sens, que précisément ces jours-ci, il s'est opéré en moi un changement, que je suis précisément maintenant dans une atmosphère qui m'exalte si puissamment, qui ordonne, règle, raffermit, rénove et agrandit mes pensées au point que j'en suis complètement possédé. Et que je puisse t'écrire plein des sentiments que cette triste bruyère solitaire fait naître en moi. Précisément, à ce moment, je sens en moi le débat de quelque chose, le début de quelque chose de meilleur. Une chose qui n'y est pas encore, mais je vois pourtant dans mon œuvre des choses que récemment je n'y avais pas encore mises. La peinture me devient plus facile. Je sens l'envie de m'attaquer à un tas de choses que j'ai omises jusqu'ici. Je sais que cela coïncide avec une indécision de circonstances telle qu'il n'est guère certain que je puisse rester ici. Il est possible que par les circonstances provenant de ton côté, les choses prennent un autre tour. Mais je le regretterai beaucoup encore que je prendrai le tout avec calme. Mais je ne puis m'empêcher de me présenter l'avenir comme ne se composant pas seulement de moi seul, mais de toi et moi, peintres et collaborateurs, camarades, dans ce petit pays de Tours, lettre 330.